Comité européen de dialogue social du Club Méditerranée. Donc, c'est quoi le Club Méditerranée? Eh bien, c'est une entreprise d'origine française, leader des villages de vacances. On a même au Portugal, à Tabalaya. Donc c'est une entreprise qui exploite 66 villages de vacances dans le monde. Ça représente 47 000 lits pour environ 12 000 journées hôtelières. 44 de ces villages sont dans 11 pays de la zone Europe-Afrique, principalement France, Italie, Grèce, Portugal, mais aussi Tunisie, Maroc, Turquie, Sénégal, île Maurice. 11 villages sont aux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, Brésil, et 9 villages sont en Asie, dans 6 pays. Donc, d'un point de vue du management, 46%, donc un peu moins de la moitié, sont des villages en location. Le club ne fait que gérer. 40% des villages appartiennent au club et on a 14% qui sont en contrat de management, c'est-à-dire que en fonction du remplissage, le club est payé. C'est une activité, le tourisme, qui a tendance à stagner en Europe, mais qui se développe dans les Amériques et en Asie, en particulier dans les pays d'Amérique du Sud, et en Asie, c'est surtout la Chine. Le chiffre d'affaires de 1 483 millions d'euros, c'est pour 70% en Europe-Afrique, puisque 88% des clients sont les Européens, c'est 18% aux Amériques et 13% en Asie. Les clients qu'on appelle gentils membres, c'est vrai que le personnel on appelle gentil organisateur ou gentil employé, certains disent gentil esclave, c'est comme on veut. Les clients, c'est 63% d'Européens, 19% d'Américains, 18% d'Asiatiques. Le personnel, c'est 23 000, maintenant 24 000 salariés qui sont structurés en 3 catégories. Les géopermanents, qui sont donc des salariés à contrat à durée indéterminée, qui sont en relation avec la clientèle. Les géosaisonniers, donc pareil, sont des gens qui sont en relation avec la clientèle, qui s'occupent ou de l'animation ou du bar, mais eux ils sont saisonniers. Puis vous avez les gentils employés ou gentils esclaves. Ça, c'est les gens qui travaillent dans les cuisines, c'est ceux qui font les chambres, c'est ceux qui font tous les emplois qui sont les emplois de service ou les emplois de l'hôtellerie-restauration. Donc si on calcule en équivalent temps plein, c'est 24 000 salariés, ça n'en fait plus que 13 000 en équivalent temps plein dans le monde. Alors le Comité européen de dialogue social, il a été créé juste avant la transposition de la directive européenne dans la loi française. Donc il a été créé le 18 septembre 1996 par un accord d'anticipation, on dit dans notre jargon article 13, c'est-à-dire article 13 de la directive. Et donc il est composé de 15 représentants, 7 Français, 3 Italiens, 2 Espagnols, 2 Grecs et 1 Portugais, plus un représentant des FAT, les FAT étant la Fédération européenne des travailleurs de l'agroalimentaire et du tourisme.
Le Comité européen de dialogue social intervient sur tout ce qui est, donc, informé, consulté. Pour être tout à fait exact, il est plutôt informé que consulté. Parce que consulter voudrait dire que son avis soit pris en compte. Pour l'instant, il est informé sur la structure et l'organisation du groupe, sur la situation économique et financière, généralement 2 fois par an, sur l'emploi, la formation et l'égalité homme-femme, sur les nouvelles méthodes de travail, sur la réduction à fermeture d'établissements et les licenciements collectifs. Alors il y a un fonctionnement avec un bureau de 4 membres, dont le représentant de l'EFAT. Il y a donc au bureau un Français, un Grec, un Italien. C'est le bureau qui élit le secrétaire. Ce bureau se réunit à chaque intersaison, entre l'hiver et l'été et entre l'été et l'hiver. Il y a une réunion plénière du comité européen en mai de chaque année. Il y a une formation annuelle qui se fait généralement en octobre de tous les membres, qui est financée par l'entreprise. Et on a une prise en charge du temps passé par le représentant de l'EFAT, la Fédération européenne, dans le comité européen. Un des premières questions qui est arrivée assez rapidement, et en particulier nos amis portugais, mais pas seulement, les Grecs nous l'ont dit, c'est les aspects de sous-traitance. Et en particulier le fait que l'entreprise faisait appel à un personnel. Par exemple, à Davalaya, on a trouvé du personnel qui venait d'Ukraine pour faire par exemple les champs. Et donc on a dit là, la sous-traitance pose vraiment problème. Et donc on a eu une explication et une déclaration commune qu'on a faite avec la direction générale pour encadrer les conditions de la sous-traitance. Donc ça c'est en 2001, vous voyez ça a 15 ans, mais ça avait comme idée de mettre des règles pour que la sous-traitance ne soit pas faite d'une façon sauvage et ne soit pas un moyen de dumping social. Donc, le Club Méditerranée s'assure que les entreprises sous-traitantes respectent les accords d'entreprise, les conventions collectives, et en particulier les droits fondamentaux au travail, mais aussi que les élus des villages puissent interpeller les directions sur les conditions sociales pour ce personnel qui travaille dans les villages, même s'ils ne sont pas des salariés du Club Med. Bon, le recours à la sous-traitance doit s'inscrire dans une éthique de respect des personnes, des lois, sécurité du pays d'accueil. Ça, c'est plutôt une déclaration de principe. Le comité européen est intervenu plusieurs fois, par exemple en 1998, lorsque la direction a décidé de fermer les plateformes téléphoniques qu'elle avait en Belgique, ou dans les principales villes d'Europe, pour créer une plateforme près de Paris. Et puis en 1999, lorsque le club a décidé de revendre une partie de ses villages en Grèce, et on a obtenu des garanties sociales. En 2000, la direction du Club Med a décidé de quitter l'Espagne et donc de revendre tous ces villages en Espagne, nous disant à l'époque, oui, mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est plus intéressant, nous on préfère aller en Tunisie et au Maroc, c'est là qu'on gagne plus d'argent. Depuis, ils seront un peu déchantés. Mais bon, en 2000, donc, négociation pour les gens de Marbella, qui étaient au sud de l'Espagne, et puis Porto Pedro, Baléares, donc dans le nord d'Espagne, et donc le comité européen intervient à chaque fois qu'il est interpellé lorsqu'il y a des difficultés d'emploi pour les salariés du Club Méditerranée, lorsque ces emplois sont menacés, de façon à pouvoir avoir une action avant les décisions de la direction. Autre aspect, qui est un accord relatif aux droits fondamentaux au travail et à la mobilité des gentils employés. En fait, en 2003, le PDG de l'entreprise, qui s'appelle Henri Giscard d'Estaing, fils de l'ancien président de la République française,
est venu nous présenter au comité d'entreprise européen son nouveau plan stratégique, dit de montée en gamme. Et dans le même temps, il nous dit, oui, mais on a un problème, on n'arrive pas à avoir le personnel qualifié dont on a besoin, en particulier dans les villages alpins, dans les villages d'hiver. Et dans le même temps, on a du personnel qui travaille pour le Club Med l'été, en Turquie, en Tunisie, au Maroc. Et on voudrait les faire venir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les membres du comité européen, et en particulier, qu'est-ce que vous en pensez, vous les syndicats européens? Donc on s'est mis à débattre, sachant qu'on est une entreprise saisonnière pour une grande partie, donc on était amené à rencontrer les syndicats des différents pays par rapport à cette proposition de mobilité, et suite à un accord de tous, on a dit à la direction générale, oui on est d'accord, mais à une condition, c'est que cette mobilité soit encadrée par un accord social, pour pas que ce soit un moyen que vous fassiez venir des gens, du personnel, pour pouvoir payer moins cher et passer le dumping social. Et donc la direction a dit OK, et comme la négociation ne s'est pas faite avec le comité européen, mais s'est faite avec l'EFAT et l'UITA, l'Organisation internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'hôtellerie et du tourisme, le premier élément qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir un respect des droits fondamentaux au travail, et en particulier du droit de s'organiser collectivement. Et donc, on a mis en place ce premier aspect en reprenant des règles de l'Organisation internationale du travail. Et ce n'est pas la même chose d'avoir des règles de l'Organisation internationale du travail, même s'ils ont été signés par d'autres pays, que de l'avoir dans un accord qui implique la direction de l'entreprise à respecter ces règles. Donc on a eu cette partie-là. La deuxième partie a été les conditions de la mobilité. Et donc on a obtenu les conditions de la mobilité, donc en particulier que ça soit bien le salaire et les conditions de travail du pays dans lequel les salariés sont, qui leur est appliqué, mais aussi qu'il y ait un délai de prévenance pour les questions de mobilité. Et troisième aspect, on a obtenu qu'un représentant de l'EFAT puisse tous les ans aller contrôler dans les villages alpins comment cet accord était appliqué. De façon à ce que ça ne soit pas simplement un accord effet d'annonce, mais que ça soit bien un accord concret et qu'on rencontre ces travailleurs mobiles pour connaître les difficultés qu'ils ont et pouvoir intervenir auprès de la direction. Donc, en 2004, cet accord est signé. Il est d'abord signé que pour la Turquie. La direction disant, on a surtout des Turcs qui travaillent l'été pour nous. Et puis, mais comme c'est un accord un peu expérimental, c'est un accord à durée déterminée. On avait donc dit, cet accord-là, on va le faire pour 4 ans, et dans 4 ans, on fera le point. Au bout de 4 ans, on a fait le point, et on a donc demandé aux représentants des organisations syndicales, qu'est-ce qu'on voyait les choses. On a demandé aux salariés concernés, donc à CGE Mobile, et on a aussi demandé aux directions de village, et tout le monde a dit ah, bah ça c'est vraiment une avancée, c'est vraiment un plus. Et donc, en 2009, l'accord qui n'avait été signé que pour faire venir des travailleurs de Turquie en France pendant les saisons d'hiver a été élargi à l'ensemble de la zone Europe-Afrique, c'est-à-dire la Suisse, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, Côte d'Ivoire, Sénégal et l'île Maurice. Autre aspect dans lequel le comité européen s'est impliqué, c'est dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Une des raisons qui nous ont amenés à nous impliquer dans la responsabilité sociale des entreprises, c'est que comme il y a un comité d'entreprise en France, très jaloux de ses prérogatives, et que la tendance du comité européen était de reproduire ce qui discutait dans le comité d'entreprise français, on a réfléchi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au plan européen qu'on peut faire?
Et un des aspects qu'on a trouvé, c'était la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc on s'est engagé avec la direction dans des choses concrètes, comme l'apprentissage d'une langue étrangère pour tout le personnel, français et anglais. Donc tout le personnel apprend une autre langue que sa langue maternelle s'il vient travailler au Club Med. La mobilisation des délégués dans la lutte contre le déchet et le gaspillage. Il y avait énormément de gaspillage dans les villages du Club Med. On a dit qu'il faut qu'on puisse intervenir par rapport à ça. L'implication du Club Méditerranée dans la labellisation sociale des établissements touristiques alpins. Et donc aujourd'hui, 53% des villages sont éco-certifiés Green Globe, qui dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises. Et puis est arrivé en juin 2013, le PDG nous informe d'une offre publique d'achat faite par un conglomérat chinois, Fosun, sur le Club Méditerranée, qui donc propose de racheter l'ensemble des actions du Club Méditerranée. Ça a duré 18 mois, parce qu'il y a eu évidemment d'autres propositions qui ont été faites, en particulier par un groupe italien, que ça a fait monter les enchères, que ça a aussi fait monter la valeur de l'action, puisque l'action du Club Med, qui était à 12,40 €, l'italien, les Chinois ont dit on l'achète à 17 €, les Italiens ont dit nous on les achète à 21 €, et les Chinois ont refait une nouvelle offre à 24 €. Ce qui fait que dans cette affaire, les actionnaires ont eu une forte augmentation de la valeur de leur capital. Et donc, avec, y compris les dirigeants du club, le PDG et le directeur financier ont eu des primes pour avoir fait enrichir tout le monde. Et derrière, ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, on nous annonce des licenciements au siège, 200 licenciements, donc réduction des effectifs. On nous annonce une réduction de la durée de saison. Donc la durée des contrats saisonniers ont tendance à diminuer. Donc en fait, une aggravation de la situation des salariés. Dernière idée, l'expérience qu'on a eue au niveau du comité européen nous a laissé penser qu'il ne fallait pas qu'on reste simplement dans une logique purement européenne, que les problématiques qui étaient posées n'étaient pas des problématiques simplement posées à l'Europe, même si, grâce à l'Union européenne, on a la possibilité d'avoir cette instance de représentation du personnel européen. Les problématiques sont les mêmes en Asie, en Amérique, et sont les mêmes en Afrique. Et une proposition que nous avons fait à la direction, c'est donc d'élargir le comité d'entreprise européen en une instance transnationale pour permettre à l'ensemble des délégués et des syndicats représentés au Club Med de pouvoir se réunir 2 fois par an, à la fois pour être informés sur les aspects économiques, à la fois pour débattre des questions d'emploi, de formation, de mobilité, et à la fois pour intervenir pour le respect des droits fondamentaux au travail. Pour plus d'informations, j'ai laissé mes coordonnées. Nous avons un site web dans toutes les langues, y compris en portugais. Donc si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur ce site web et vous aurez les dernières informations de ce qui se passe au niveau du comité d'entreprise européen du Club Med. Je vous remercie.